Bonjour tout le monde, je m'appelle Dominique, je suis avocate et vulgarisatrice juridique. Je travaille à l'organisme Éducalois, qui est un organisme qui a pour mission d'informer les gens sur la loi, leurs droits et leurs obligations. On a un site web, educalois.qc.ca. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui peut être sensible, mais un sujet dont on parle vraiment beaucoup depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. On va parler des crimes à caractère sexuel. Donc, on va parler de l'agression sexuelle, du consentement, de d'autres crimes. Et également, je vais parler brièvement du processus judiciaire. Donc, lorsqu'une personne porte plainte, c'est quoi les étapes? C'est qui les personnes qu'elle va rencontrer? Donc, qu'est-ce qui se passe après qu'une personne porte plainte? L'idée avec cette vidéo, c'est vraiment d'expliquer c'est quoi le cadre légal des crimes, des infractions à caractère sexuel. Comme c'est des sujets dont on parle beaucoup, il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais il y a aussi beaucoup de mythes parfois. Donc, c'est vraiment de donner un peu c'est quoi le cadre légal, qu'est-ce que la loi dit à propos des crimes à caractère sexuel, puis du processus judiciaire. Quand on parle de crime, ça veut dire qu'on parle de droit criminel. Au Canada, la grande majorité des crimes se trouvent dans un gros livre qui s'appelle le Code criminel. Et également, il faut savoir qu'une personne peut être accusée d'un crime à partir de l'âge de 12 ans. Donc, un adolescent, dès l'âge de 12 ans, peut être accusé des mêmes crimes qu'un adulte. Donc, on va d'abord parler de différents crimes à caractère sexuel et on va commencer avec le crime d'agression sexuelle. C'est probablement le crime dont on entend le plus souvent parler, en fait, dans les dernières années, surtout avec le mouvement #moi aussi ou #MeToo. En droit criminel, la définition de l'agression sexuelle, c'est des attouchements de nature sexuelle faits sans le consentement de l'autre partenaire. Lorsqu'on parle d'attouchement de nature sexuelle, ce n'est pas nécessairement une relation sexuelle complète. Souvent, on va penser que c'est avec pénétration. Non, vraiment, attouchement de nature sexuelle, c'est plus large. Ça peut comprendre des comportements comme des baisers, ça peut aussi comprendre du sexe oral, par exemple, fellation, etc. Le consentement, ça reste quand même un peu comme le gros morceau de la question d'agression sexuelle. Parce que quand on y pense, s'il y a consentement de la part des deux partenaires, bien, il n'y en a pas d'agression sexuelle. Il y a une relation sexuelle, une activité sexuelle qui est consentante. Puis le consentement, c'est un sujet, c'est un concept dont les tribunaux ont énormément parlé dans les dernières années, notamment la Cour suprême, qui est le plus haut tribunal au Canada, a rendu plusieurs décisions pour expliquer c'était quoi la définition, c'est qu'est-ce qu'on voulait dire par consentement au Canada. Il faut savoir que le consentement, c'est l'accord volontaire pour participer à une activité sexuelle. Quand on dit accord volontaire, c'est vraiment un choix qui est libre, un choix qui est éclairé. Donc, on ne peut pas se sentir forcé pour participer à une activité sexuelle. De la même façon, pour que le consentement soit valide, il faut que la personne soit en état de consentir. Donc, une personne qui est, par exemple, inconsciente, une personne qui serait endormie, n'est pas en état de consentir. Une personne qui est en état d'ébriété avancée, qui est plus capable de savoir où elle se trouve, qui serait en état de blackout, comme on dit, ou une personne qui est en état d'intoxication avancée, elle n'est pas non plus en état de consentir, donc son consentement ne sera pas valide à ce moment-là. Le consentement, il faut savoir que ça ne se déduit pas. Si une personne elle est passive, ça ne veut pas dire qu'elle consent. Ça doit vraiment être actif, le consentement. Donc, il doit être manifesté par des paroles, par des gestes, par un sourire. Donc, il y a vraiment cet aspect-là, pas de passivité, mais de quelque chose qui se manifeste par le consentement. Aussi, il faut savoir que le consentement, c'est au moment de l'activité sexuelle. Donc, le consentement peut arrêter à tout moment. Si, au cours de l'activité, une personne décide de retirer son consentement, elle peut le faire. Aussi, le consentement, en fait, on ne peut pas le donner d'avance. Ça ne se donne pas en avance à une activité. Donc, si par exemple, moi, je me dis plus tard, je consens à X, puis que X, ça ne me tente plus, c'est correct. Le consentement, il doit vraiment être au moment de l'activité sexuelle.
Donc, on voit que l'agression sexuelle, il y a vraiment quelques éléments qui font partie de la définition en droit criminel. Donc, c'est vraiment des attouchements de nature sexuelle qui fait sans le consentement de l'autre personne, du partenaire. Certains organismes, le gouvernement aussi, ont parfois une définition qui est plus large de l'agression sexuelle, donc une définition où il n'y a pas nécessairement de contact physique. Donc, on va dire qu'il y a agression sexuelle, même s'il n'y a pas d'attouchement. En droit criminel, cette notion-là, elle reste pertinente et elle reste présente dans la définition. Donc, vraiment, des attouchements de nature sexuelle sans le consentement de l'autre personne. On parle de consentement, mais il faut savoir qu'il y a aussi des règles particulières pour les adolescents pour consentir à une activité sexuelle. L'âge de consentement sexuel au Canada, c'est de 16 ans. Donc, à partir de 16 ans, un adolescent peut consentir à une activité sexuelle, relation sexuelle, etc. Donc, vraiment, à partir de l'âge de 16 ans. Mais la loi prévoit quand même que des adolescents plus jeunes puissent avoir des activités sexuelles, des relations sexuelles. Donc, mais la loi prévoit qu'il y a des écarts d'âge à respecter. Fait qu'il y a vraiment des âges limites où les adolescents peuvent avoir des relations sexuelles. Par exemple, pour des jeunes de l'âge de 12 ou 13 ans, on prévoit que le partenaire le plus âgé il est au maximum 2 ans plus vieux. Donc, pour un jeune de 12 ans, ce sera 14 ans. Pour un jeune de 13 ans, ce sera 15 ans. Pour un jeune de 14 ou 15 ans, l'écart d'âge qui est permis par la loi pour avoir une activité sexuelle, c'est 5 ans. Donc, un jeune de 14 ans, le partenaire le plus âgé peut avoir au maximum 19 ans. Et pour un jeune de 15 ans, l'âge maximal du partenaire plus âgé va être de 20 ans. Lorsqu'on s'éloigne ou on dépasse ces écarts d'âge-là, le partenaire plus âgé pourrait être accusé de contact sexuel. Dans tous les cas, incluant un adolescent qui est plus de 16 ans, donc de l'âge de 12 à 17 ans, le consentement de l'adolescent ne sera pas valide s'il y a une situation d'autorité, de confiance, de dépendance ou d'exploitation entre l'adolescent et le partenaire plus âgé. Donc ça, c'est vraiment interdit formellement. Il ne peut pas y avoir cette situation-là. Par exemple, on va considérer qu'un enseignant est généralement en position d'autorité par rapport à un adolescent. Et donc, s'ils ont une relation sexuelle, une activité sexuelle qui est entre les deux, bien, le consentement de l'adolescent n'est tout simplement pas valide. Pour l'adolescent de 16 ou 17 ans qui, lui, a le plein consentement sexuel, eh bien, le partenaire qui va être dans une situation d'autorité, dépendance, confiance, exploitation, il pourrait être accusé d'exploitation sexuelle. Il faut savoir qu'il existe d'autres crimes à caractère sexuel qui visent à protéger les personnes mineures, les enfants, les adolescents. C'est le cas, par exemple, du crime de leurre. Le leurre, c'est lorsqu'une personne va communiquer avec un enfant, avec un adolescent, dans le but de commettre une infraction à caractère sexuel. Par exemple, quelqu'un qui va discuter en ligne avec un adolescent, puis lui demander de partager des photos, ou va lui demander de se toucher, par exemple. Donc là, on est possiblement en train de commettre le crime de leurre. La communication, elle doit se faire par moyens technologiques, donc par un ordinateur, un cellulaire, une tablette. Donc là, si cette communication-là est faite dans le but de commettre une infraction à caractère sexuel, un crime, eh bien, il pourrait avoir l'accusation de leurre. Il y a aussi le crime de pornographie juvénile. Donc, la pornographie juvénile, ça comprend la production, la distribution, la possession ou l'accès à des photos, des vidéos, des illustrations d'une personne mineure, donc un enfant ou un adolescent de moins de 18 ans. Et cet enfant-là, cette personne mineure, elle est soit nue dans un but sexuel ou elle participe à des activités sexuelles. Donc, c'est vraiment formellement interdit de distribuer, produire, posséder et accéder à de la pornographie juvénile. Lorsqu'on parle de possession, l'avoir dans son téléphone, l'avoir sur son ordinateur, ça fait partie de la possession. Donc ça, c'est interdit par le Code criminel.
On parle d'images intimes, d'images qui impliquent la sexualité. Il faut savoir que depuis quelques années, il y a un nouveau crime qui a été ajouté au Code criminel et qui interdit le partage d'images intimes sans le consentement de l'autre personne. C'est un crime qui vise pas juste à protéger les personnes mineures, mais tous les adultes en fait. Donc c'est vraiment formellement interdit de partager des images intimes sans le consentement de l'autre personne. Quand on parle d'images intimes, c'est également des photos, des vidéos où on voit la personne soit nue ou en train de participer à une activité sexuelle dans un lieu où elle pourrait s'attendre à avoir une certaine intimité. Et dès que c'est partagé, que c'est distribué, que c'est mis en ligne, et là, une personne pourrait être accusée de ce crime-là, de partage non consensuel d'images intimes. Donc, on a parlé de différents crimes en caractère sexuel. On a parlé de l'agression sexuelle, de contact sexuel, d'exploitation sexuelle, de leurre, de pornographie juvénile, aussi de partage non consensuel d'images intimes. Ça, c'est donc différents crimes en caractère sexuel. Il y en a d'autres, en fait, dans le code criminel. Mais je pense qu'il est intéressant de parler de ceux-là, comme c'est souvent ceux dont on entend le plus souvent parler. Maintenant, je voulais parler un peu plus du processus, en fait. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'une personne porte plainte, se rend à la police pour dénoncer un crime qu'elle aurait subi? Il faut savoir, lorsqu'une personne porte plainte, ça reste quand même difficile de savoir exactement ça va être quoi le résultat de cette plainte-là. Est-ce qu'une personne va aller en prison? C'est pas sûr. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs étapes et il y a plusieurs décisions qui vont être prises aussi dans ce processus-là qui font en sorte que, même pour un avocat, c'est vraiment difficile de voir jusqu'où la plainte va aller, en fait. Lorsqu'une personne décide de porter plainte, elle va devoir aller voir les policiers. Donc, les policiers vont prendre sa déclaration, vont prendre sa version des faits. C'est généralement la victime qui va aller porter plainte, mais d'autres personnes aussi peuvent porter plainte. Un policier, par exemple, pourrait porter plainte au nom de la victime dans le cas de violence conjugale, par exemple. Mais, comme je dis, c'est généralement la victime qui va expliquer ce qui lui est arrivé. Les policiers, par la suite, vont pouvoir démarrer une enquête. Donc, ils vont aller rencontrer des personnes. Les policiers peuvent saisir du matériel aussi pour essayer de faire enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Dans certains cas, les policiers peuvent décider de fermer le dossier à ce moment-là. Par exemple, s'ils ne sont pas capables d'avoir assez de preuves pour montrer qu'il y a eu un crime qui a été commis. Lorsque les policiers ont complété leur dossier, ils vont l'envoyer au procureur aux poursuites criminelles et pénales, qu'on appelle aussi un procureur de la couronne ou aussi un procureur de la poursuite. Et le procureur, lorsqu'il va recevoir ce dossier-là, il devra évaluer si la preuve qui est dans le dossier, elle est suffisante pour pouvoir porter des accusations contre la personne. En fait, le procureur, lui, doit être convaincu qu'il peut prouver la culpabilité de la personne hors de tout doute raisonnable. C'est une expression qu'on utilise beaucoup en droit criminel, mais c'est ça le critère. Il faut montrer que la personne, elle est coupable hors de tout doute raisonnable. Au Canada, il y a une grande importance qui est accordée à la présomption d'innocence. Ça se retrouve dans la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, une personne, elle est considérée innocente jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est le rôle du procureur de montrer sa culpabilité. Le procureur, en fait, c'est l'avocat du gouvernement. C'est un peu comme le gardien du code criminel. Donc, il travaille pour les intérêts de la société de façon générale. Lorsqu'une personne va être formellement accusée, donc va recevoir des accusations, elle va devoir se rendre au tribunal. La première étape, c'est généralement ce qu'on appelle la comparution. Donc, le moment où la personne va plaider coupable ou elle va plaider non coupable. Si elle plaide coupable, ensuite, on va se rendre à une étape plus loin qui est la détermination de la peine. Donc, on va déterminer ça va être quoi sa conséquence pour le crime qui a eu lieu. Si la personne plaide non coupable, là, il va y avoir d'autres étapes, notamment il va y avoir probablement un procès où là, un juge ou un jury va devoir décider si la personne elle est coupable ou non coupable avec la preuve qu'elle a devant lui, soit devant le juge ou devant le jury.
Dans cette situation-là, la victime elle sera amenée à témoigner, à raconter son histoire devant le tribunal et là devra répondre à plusieurs questions par rapport à ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'il existe certaines mesures pour protéger la victime, notamment protéger son identité. Donc, la très, très grande majorité du temps, ce sera confidentiel. Et également, il y a des moyens aussi pour que la personne ne témoigne pas dans la même salle où se trouve l'accusé. Lorsque, à la fin du processus, du procès, on va déterminer si cette personne-là, elle est coupable ou non coupable, si elle doit être acquittée. Dans le cas où elle est coupable, comme un peu lorsqu'elle avait plaidé, si elle avait plaidé coupable, il va falloir déterminer ce sera quoi la conséquence qu'elle va avoir. Dans certains cas, il y a des conséquences qui sont comme obligatoires, donc il y a des peines d'emprisonnement. Dans d'autres cas, c'est possible qu'une personne reçoive une probation, des conditions à respecter, mais ça, vraiment, c'est difficile à dire d'avance. Ce sera quoi la peine ou la conséquence qu'une personne accusée va recevoir si elle est déclarée coupable. C'est un processus qui peut être assez long, qui peut être aussi assez difficile pour les victimes, mais il faut savoir que les policiers, les procureurs sont de plus en plus formés pour un peu dealer ou pour gérer ce genre de situation-là, ce genre de crime-là. Alors normalement, la victime va avoir un encadrement, pourra être accompagnée dans ce processus-là, mais effectivement, ça peut être un processus qui est assez difficile. Dans le cas où la personne accusée est un adolescent, les règles sont un petit peu différentes. Au Canada, on a ce qu'on appelle la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Ça fait que dès l'âge de 12 ans, une personne peut être accusée d'un crime, mais les étapes qui vont suivre sont un petit peu différentes puisque c'est un adolescent, puis qu'on croit en la réinsertion et la réhabilitation des adolescents. Donc, dès qu'un procureur va recevoir le dossier d'un adolescent, il peut décider s'il continue devant le tribunal, donc un peu les mêmes étapes dont j'ai parlé plus tôt, ou s'il va sortir le dossier du processus judiciaire. Si le procureur prend cette décision-là, le jeune a quand même des conséquences, des choses à faire, mais son dossier ne va pas être judiciarisé. Généralement, la victime va être contactée, il y a des différentes choses qui vont pouvoir être faites, donc soit le développement de l'habilité sociale, le jeune va pouvoir faire des travaux communautaires, écrire une lettre à la victime, par exemple, si le dossier sort du système judiciaire. Si le dossier reste dans le système, le jeune devra comparaître, devra suivre les différentes étapes, plaider coupable ou non, et ainsi de suite jusqu'à la possibilité qu'il reçoive une peine, une conséquence par le tribunal. Les adolescents, la particularité aussi, c'est que leur identité est confidentielle. Donc, tout au long du processus, on ne peut pas savoir c'est qui l'adolescent qui a commis une infraction, qui est soupçonné d'avoir commis une infraction, un crime. Également, les adolescents n'ont pas de casier judiciaire s'ils sont retrouvés coupables. En fait, ils vont avoir un dossier d'adolescent qui, après certaines années, va finir par disparaître. C'est pas à 18 ans que ça va disparaître, ça dépend de l'âge de l'accusé et de la conséquence qu'il va avoir reçue lorsqu'on va déterminer s'il est coupable ou non coupable. Donc, on a vu quelques infractions, quelques crimes en caractère sexuel. On a aussi vu qu'est-ce qui se passait lorsqu'une personne porte plainte, c'est quoi les différentes étapes, c'est qui les différentes personnes qu'elle va rencontrer. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site web educalois.qc.ca.